J'aimerais vous entendre sur le potentiel encore à venir. C'est ce drone Palianitia. Alors le nom en soi... C'est le test d'ukrainien numéro 1. Alors expliquez-nous, voilà, la version exacte en ukrainien. Palianitia. En fait, c'est un type de pain et c'était devenu une blague au début de l'invasion pour justement différencier les Ukrainiens des Russes, enfin les Russes des Ukrainiens, les Ukrainiens des Russes. Donc au checkpoint, pour bien vérifier que vous êtes bien ukrainien, il faut dire Palianitia parce que les Russes n'arrivent pas à dire ce mot. Testons. Alors, regardez, un mot espagnol. Regardez, j'ai devant vous un cobaye. Faisons le test. Un cobaye russe. Alors, faisons le test. Allez-y. Comment vous dites? Palianitia. Ah, presque. C'est pas trop mal. On se rapproche là. Vous pourriez prêter. Là, on voit la vraie agente du MI6, l'officière du MI6 qui peut aller partout. Bravo, Samantha Wender. Redites-le. Palianitia. Non, le L, il est trop lourd. Palianitia. Palianitia. En fait, c'est un mot vraiment culte ukrainien. Le I ukrainien, c'est le I russe. C'est toujours compliqué. Et en même temps, en fait, pourquoi c'est difficile? C'est fascinant, parce que dans tous les pays du monde, il y a ça, c'est-à-dire malgré tout, un habitant de Jérusalem ou de Tel Aviv, un habitant de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, etc., se reconnaît à des petites choses comme ça. Et dans une situation de guerre, ça change tout. Disons que dans la langue, en fait, il y a un mot dur et un mot mou tout de suite. En fait, c'est difficile pour la langue russe. Le L mou, les Russes n'arrivent pas à le faire. Ouais. En tout cas, l'effet de tout ça, c'est le nom qui est donné à ce drone qui a un potentiel si important. Pourquoi exactement? Je vous donne la version du ministère de Stratégie et de l'Industrie ukrainien qui dit « Nous avons des drones de mortier, drones d'artillerie. Aujourd'hui, nous disposons de cette nouvelle classe d'armes, les drones fusées. Le missile drone Palianitia a été utilisé avec succès pour la première fois aujourd'hui, frappant une installation militaire ennemie dans le territoire temporairement occupé. » Qu'est-ce qui est vérifiable de ça? Écoutez, apparemment, oui, c'est un drone réaction, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcé, il n'est pas à hélice, il fonctionne à réaction, ce qui, effectivement, le distingue. Il n'y a plus tellement de différence avec un missile, quoi, très, très clairement. Donc, c'est pratiquement le premier missile à longue portée utilisable par les Ukrainiens. Son intérêt, c'est c'est la portée, 2, la vitesse, effectivement, il doit faire du 400 km/h. 3, c'est sa capacité à résister au brouillage. C'est ça qu'on demande. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est comment on peut arriver à guider très précisément un drone sans qu'il soit brouillé. Et puis 4, et ça c'est un peu le point faible quand même, c'est la charge explosive. Ce qui se passe, c'est que ça doit porter à peu près 20 kg d'explosifs. C'est comme un gros obus d'artillerie. Et c'est relativement peu. Un missile de croisière, il porte 400 kg d'explosifs. Donc avec ça, vous ne pouvez pas non plus taper des objectifs très durcis. Donc c'est ce que font les Ukrainiens. Ils tapent des bases aériennes, par exemple, qui sont beaucoup moins cher. Des dépôts de carburant, c'est pas protégé. Julien Marco, notre chef d'édition, nous dit ça à l'oreille. Il faut souligner qu'encore plus, c'est peu cher. Oui, bien sûr. Ça coûte combien, ce truc-là? J'en sais rien. On n'en sait rien pour l'instant. On a vraiment très peu de détails en réalité. Non, mais c'est pas cher du tout, évidemment. Par rapport même à un missile de croisière. Par rapport au prix des avions que vend l'actionnaire de Guillaume Roquette ici présent. Après, apparemment, il y aurait 2 versions. Il y aurait une version renseignement. Moins polyvalent. Voilà, défense du Rafale par Guillaume Roquette. Il y aurait une version renseignement, c'est-à-dire qu'il va très loin, il prend des photos de caméra, il filme. Et je vais chercher les renseignements et il revient. Et puis il y a la version kamikaze où là, il est utilisé comme missile, il va frapper directement. Alors l'intérêt, les Ukrainiens sont vraiment en pointe dans ce domaine, dans le monde, c'est très clair. Et 2, ils ont une capacité... La scène est incroyable parce que pendant que vous parlez, Girnov répète Palianitia. Il s'exerce, il veut être prêt. Vous serez prêt pour la prochaine guerre, ça veut dire. Ce qui est surtout intéressant, et la vraie histoire à retenir ici, c'est l'inventivité des Ukrainiens. Les Ukrainiens qui... Bon, ils acceptent ce que l'Occident leur donne, les restrictions de l'Occident, et depuis le début de cette guerre, ils fabriquent, ils font venir leur meilleure jeunesse dans l'ingénierie cybernétique, dans l'ingénierie de la construction. Ils rafistolent, vous savez, je leur parle, ils rafistolent des drones en faisant venir des pièces détachées d'un petit peu partout, c'est dans des garages. Bon, là, maintenant, ils commencent à avoir des vraies usines aussi, ça se professionnalise. Ils font des incubateurs avec l'Union européenne, avec des financements qu'ils obtiennent aussi d'individus européens. Ils sont en train de transformer leur pays aussi pour en faire une vraie hub d'innovation militaire. L'importance des drones. Revoyons cette image de la catapulte qui permet de lancer les drones de reconnaissance, parce qu'on apprenait dans les jours précédents que ces drones de reconnaissance ont beaucoup aidé
les Ukrainiens à savoir ce qui se passe dans la région de Koursk. Et là, il faut rendre honneur, on saluait tout à l'heure le général Richoux qui disait attention, tout ça est très sympa, mais le renseignement américain a beaucoup joué. Ils ont confirmé. Et effectivement, confirmation aujourd'hui, New York Times, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fourni à l'Ukraine des images satellites et des données de renseignement sur la région de Koursk après le début de l'offensive des forces armées ukrainiennes dans la région. Cette information-là, c'est le New York Times, c'est pas la Gazette du coin. Moscow Times. Comment ? Moscow Times, il me semble. C'est le New York Times qui l'a reprise. Alors, je ne sais pas comment eux, ils la sourcent. C'est allé dans l'autre sens. En réalité. C'est Moscow Times qui reprend le New York Times. Mais, tout à fait, hein. C'est très important parce que ça montre que les Américains, d'abord bravo Général Richoux. Oui. Triomphe modeste. Voilà. Ne soyez pas trop modeste. Il ne faut jamais être trop modeste. Voilà. Mais juste que l'importance de ça, que les Américains le laissent dire, parce que voilà, ils le laissent un peu dire. Quoi. Moi, je n'avais pas de renseignement particulier. J'ai essayé d'utiliser de la logique militaire, c'est de l'analyse militaire. Il me semblait tout à fait évident que quand on monte une opération de cette envergure, de cette importance, on avait besoin du renseignement le plus pointu, qui ne pouvait pas être simplement du renseignement à partir de drones ou à partir d'unités de reconnaissance qui vont en avant des troupes quelques kilomètres en avant. Parce que le renseignement, si vous avez le renseignement de contact, bien sûr, ça, les drones à quelques kilomètres, la ligne de front ou sur les tranchées, ils sont capables de le trouver très facilement. Mais ensuite, tout ce qui est l'arrière, la profondeur, la logistique, la capacité d'approvisionner en réserve, où sont les réserves, à combien de kilomètres sont-elles, combien de temps vont-elles mettre, il y a que le renseignement satellitaire à un moment qui peut le dire, et puis le renseignement électromagnétique quand le réseau radio se densifie, etc. Donc là, il y a besoin de moyens très pointus que visiblement les Ukrainiens n'ont pas. Quand on dit que les troupes vont venir de Kaliningrad pour se mettre renforcer, c'est pas les drones ukrainiens qui le disent, c'est forcément les Américains qui observent l'oblast de Kaliningrad et qui se rendent bien compte s'il y a un déplacement de troupes vers la ligne de front ou bien s'il y a des troupes qui viennent de l'Extrême-Orient. Sur l'appui, dès le départ, il me semblait évident que les Américains étaient dans le coup. On comprend bien, chaque mot est pesé dans l'information extrême, parce qu'il précise bien, on a donné ces données après le début de l'offensive. Sous-entendu, on ne les a pas aidés à attaquer, mais enfin, on les a bien aidés après. En fait, il y a eu un petit jeu, y compris du côté ukrainien. Ça veut dire qu'en gros, en fait, ils ont utilisé, les Américains et les Anglais, ils ont dit, écoutez, on a l'information comme quoi les Russes préparent une attaque contre nous dans la région de Koursk, et pour être sûr quelles réserves ils possèdent, donnez-nous des informations avec les images satellitaires. Mais ils n'ont pas dit qu'ils vont utiliser tout de suite ça derrière l'attaque. Je suis persuadé qu'ils n'ont pas informé vraiment les Américains, les Anglais qu'ils préparaient l'attaque. Oui, effectivement, ça fait un sacré attelage. Pour revenir sur ce que disait Samantha, l'inventivité, la créativité des Ukrainiens, plus la puissance de renseignement des États-Unis, ça crée un avantage compétitif énorme. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène à la première partie de l'émission où les États-Unis aussi jouent un rôle essentiel dans le renseignement pour aider Israël, notamment pour parer les attaques du Hezbollah. Et ça montre bien qu'il n'y a qu'un seul acteur global qui est capable d'être aussi pertinent à deux endroits du globe aussi éloignés. Dans la gradation de tout ce qu'on vit, le fait que les Américains, alors c'est le New York Times, c'est pas encore le gouvernement, mais disent ou laissent dire que maintenant ils aident très directement par leurs... C'est une évidence, mais enfin, c'est quand même aussi une gradation. Oui, bien sûr, mais ça rejoint... Enfin, je pense pour ma part qu'effectivement les Américains n'étaient pas forcément au courant de cette opération, mais qui sont venus tout de suite à son appui et à son secours. Et qu'ils ont... À partir du moment d'ailleurs où ils ont compris qu'il n'y aurait pas de réaction stratégique russe fondamentale, ils ont dit ok, bon finalement, allez bien joué, maintenant on appuie, on accompagne finalement cette opération, et tous les alliés occidentaux finalement ont accompagné. Ils n'ont pas voulu se mettre dans le ridicule de dire bon, on va aller renvoyer nos véhicules, on ne nous avait pas donné l'autorisation, ramenez les mardeurs, rendez-les-nous et ramenez-les à la frontière. Écoutez, la déclaration sans doute la plus cruciale de la soirée, c'est Zelensky qui affirme tout ça avec une sorte de moquerie à l'égard du Kremlin en disant, vous voyez, il nous a tellement parlé de ligne rouge de réaction, pas du tout. Il bluffait. Écoutez-le. Poutine ne se préoccupe pas de ces territoires. Nous savons parfaitement que c'est le cas, car nous connaissons la défense aérienne de la Russie. Nous avons frappé leur secteur énergétique après qu'ils aient frappé le nôtre.
Nous avons frappé leurs aéroports militaires et nous savons où ils ont une défense aérienne et où ils n'en ont pas. Tout a été vérifié. Pour votre information, il y a des défenses aériennes autour des dachas de Poutine, des défenses aériennes autour de Moscou, des défenses aériennes à Saint-Pétersbourg. Mais dans les villes ordinaires, dans la région de Koursk, nous sommes arrivés rapidement et il n'y avait rien. On a l'impression ici, même là, qu'il le provoque. Il y a un côté où vraiment il le provoque. Je crois que c'est clairement ça, parce qu'en même temps, vous savez, il y avait quand même derrière ça le besoin ukrainien de provoquer un transfert de troupes du front de l'Est. Et donc, en fait, quand il provoque Poutine, il espère encore par ces mots le provoquer. Mais en même temps, vous savez, il parle devant les correspondants indiens. C'était pendant la visite de Premier ministre d'Inde, Modi, à Kiev. Et donc aussi, il y a un narratif qui est très important. Nous répondons coup par coup de ce que les Russes font chez nous. Ils attaquent nos structures énergétiques, on répond par mettre par terre leur structure énergétique. Ils ont parlé de la zone tampon, on a créé une zone tampon chez eux. Voilà, donc en fait, et ça c'est important pour les pays du Sud global, parce que ce discours, c'est pour leur montrer qu'en fait l'Ukraine est une victime, et une victime qui se défend. C'est surtout très important devant les Indiens qu'on sait ne suit pas forcément les Russes surtout. Et même si on a vu Modi avec Poutine, on sait que cette visite a mis à mal un peu cette relation. On a entendu un peu sur les armes que les Russes risquent de ne plus envoyer. Les S-400 notamment. Justement. Et on sait que les Indiens ne sont pas... Enfin, quand on dit Sud global, on a tendance à penser que tout le monde suit un peu la même ligne. L'Inde montre... et pas que avec l'Ukraine, mais un peu partout, qui ne suit pas forcément à la botte ni de la Chine, ni de la Russie. C'est très intéressant parce que Zelensky touche là-dessus et l'utilise à son avantage. Écoutez le paradoxe, le contraste avec Poutine. L'archive qu'on va entendre maintenant, je ne sais pas de quelle date, je crois que c'est 2022, sauf erreur, Vladimir Poutine qui, 21 septembre 2022, Vladimir Poutine qui dit... si vous mettez un doigt sur le sol de la Russie, vous allez voir ce que vous allez voir. Et évidemment, le contraste entre cette déclaration et ce qui est maintenant saute aux yeux. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Cette formule-là, le fameux « ça n'est pas du bluff », comment on dit ? Comment ? Voilà, cette formule-là que Poutine aime bien prononcer dans la langue que pratique Cyril, c'est du bluff, pour l'instant en tout cas, parce qu'il dit intégrité. Là on y est, l'intégrité elle est touchée, l'intégrité de la Russie elle est touchée. Vous savez le dicton, si vous voyez Poutine bouger les lèvres, c'est qu'il est en train de mentir. Oui. Donc là, il est pris dans son propre piège. Le 21 septembre, c'était là où il a proclamé la mobilisation partielle. Donc c'est pas déjà, c'était pas n'importe quel jour. Et effectivement, on s'attendait, mais à plusieurs reprises. Il a dit la même chose pour la Crimée. Il a dit la même chose pour d'autres régions. Il a dit lorsque les provinces ont été annexées, les provinces ukrainiennes ont été annexées, il y a un discours similaire en disant voilà, maintenant c'est le territoire de la Russie, et donc attention, si vous y touchez, ce sera terrible, ce sera l'apocalypse. Et on avait des débats là-dessus d'ailleurs. On se posait la question, certains se posaient la question de quelle serait la réaction russe au moment où officiellement ces régions seraient annexées par la Russie et que l'Ukraine continuerait à avancer dans ces régions. Qu'est-ce qui se passerait ? Et là, on le voit sur le territoire internationalement reconnu comme russe à Koursk, que la réaction, elle est là, militaire, mais il n'y a pas de réaction nucléaire, que ce soit en Crimée ou ailleurs. C'est complètement faux.